communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Chaque mardi de 12h30 à 13h sur Décideur TV, nous approfondissons une thématique liée à l'emploi. Et aujourd'hui, nous abordons les métiers du numérique et en particulier du big data. En effet, quels sont les métiers qui découlent de cette activité de traitement de cette quantité grandissante de données? Quels sont les profils recherchés par les entreprises? Les trouvent-elles facilement, ces fameux profils pour ces métiers technologiques? Quelles sont les rémunérations? Quelles sont les possibilités d'évolution? Quel est effectivement aussi le potentiel d'emploi généré par ces filières? C'est ce dont nous allons parler avec Benjamin Stanislas. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes psychosociologue et consultant au sein du cabinet de recrutement Clémentine, spécialisé dans les métiers de l'Internet, de l'informatique et des télécoms. À vos côtés, nous avons Thibaut Portal. Bonjour. Thibaut Portal, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président services et opérations de Macasy. Alors Macasy, c'est une entreprise, vous me l'avez dit en début d'émission, de services technologiques. Exactement. Alors je crois que vous tenez à cette définition parce que moi j'avais d'abord écrit que vous étiez une entreprise de marketing digital, mais je crois que votre métier, vous le définissez d'abord comme une entreprise de services technologiques. Absolument. Entreprise de services technologiques, bien entendu très orientée marketing, donc on va aller satisfaire des besoins annonceurs sur tout ce qui va être acquisition de nouveaux clients et tout ce qui va être fidélisation aussi de clients existants en utilisant différents leviers, différents services, que ce soit des services data, donc tout ce qui va être segmentation client, clusterisation client, algorithmes aussi mathématiques qui vont automatiser le traitement et la segmentation de ces clients-là. Et puis un volet aussi qui va être plus Media Services. Et là, pour le coup, on opère des campagnes publicitaires pour nos clients, des campagnes online, de bannières online, ce qu'on appelle des campagnes RTB, Real Time Bidding. Donc, on va s'appuyer sur les ad exchange, donc la possibilité d'acheter en temps réel des bannières publicitaires sous un système d'enchères. Voilà, donc ça, c'est les deux briques de service. Et puis, une brique au centre quand même, c'est pour ça justement qu'on est une société de services technologiques pour les annonceurs, donc une brique qui est une data management platform, donc un produit, un logiciel qu'on est en train de développer et qu'on propose d'ores et déjà à nos clients annonceurs. Voilà. Très bien, merci pour cette définition. Est-ce qu'on peut néanmoins définir en une phrase le fait que vous proposez aux annonceurs des solutions de valorisation de leur capital data? Exactement ça. Bon. Voilà, une phrase, c'est celle-là. Alors du coup, avant peut-être de rentrer dans le cœur du sujet, quels sont ces métiers du big data, je crois qu'il faut d'abord dans un premier temps définir ce qu'est le big data, puisque finalement tout le monde en parle, tout le monde pense que tout le monde en fait, et comme tout le monde pense que tout le monde en fait, tout le monde proclame haut et fort qu'il en fait, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Alors peut-être Benjamin Stanislas, vous allez pouvoir nous définir ce qu'est le big data. Alors je vais essayer, évidemment. La définition évolue puisque peu à peu on s'aperçoit de ce que c'est que ce capital donné, mais il ne faut pas oublier un point que dans big data, il y a déjà le mot data, données. La nouveauté, c'est la grande diversité des données, et la deuxième nouveauté, c'est la grande volumétrie des données. Avant, on avait des données dans une base de données, comme un fichier Excel, mais beaucoup plus gros. Aujourd'hui, on a des données qui sont très diverses, qu'on peut attraper à la volée. On peut, pour mener une campagne ou pour valoriser son capital donné, avoir des données marketing et financières au sein d'une base de données d'entreprise, mais aussi avoir les données des consommateurs qu'on a extraits de flux Facebook, de flux Twitter ou d'autres flux. Et donc, ça fait des données à la fois très volumétriques et à la fois très diverses. Mais on parlera aussi d'autres secteurs sur lesquels il y a des données différentes. Alors souvent, on résume le big data aux 3 V, oui. Volume, vélocité, variété. Donc là, vous avez parlé du volume. Oui. Vous avez parlé de la variété. Et la vélocité. Et la vélocité, c'est que le volume grandit à une vitesse vertigineuse. Si on essaye à un moment de ranger, c'est comme si vous essayiez de ranger votre bibliothèque, mais le temps que vous la rangiez, vous avez autant d'éléments qui sont venus. Donc, il est plus possible de les ranger. Ça va beaucoup trop vite. Donc, il faut trouver d'autres moyens, si on peut dire, de stocker ces données-là. Et quand on stocke des données, il faut évidemment les rendre disponibles pour pouvoir les valoriser. Donc, les grands enjeux sont là.
Thibaut Portal, vous êtes d'accord avec cette définition? Je suis d'accord. Alors, effectivement, les 3 V, volume, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, beaucoup de data étaient au fond de la cave des annonceurs, ou en tout cas cachés à droite à gauche. Au jour d'aujourd'hui, avec le digital, avec les technologies digitales, on est justement capable d'aller aspirer ces données-là, que ce soit des données clients, que ce soit des données de navigation sur du site web, des données d'activité sociale, des données d'interaction en boutique via une carte de fidélité par exemple. Donc il y a tout ce patrimoine de données-là. Des données aussi externes qui vont influer sur les plans marketing, les actions marketing des annonceurs, données externes qui peuvent être des données de contexte, voire même contexte politique, géopolitique, la saison, la météo, etc. Donc on sait très bien que les annonceurs aussi réagissent par rapport à ça. Par exemple, il y a des marques comme Coca-Cola qui savent que quand il fait mauvais temps, ça va impacter directement sur les ventes. Voilà. Ou tout comme période de solde, quand il fait mauvais temps, ça va impacter, bien entendu, sur les visites au magasin. Absolument. Donc, il y a les glaces aussi, ça c'est très important. Exactement. Donc voilà, donc il y a cette notion de volume qu'on est capable d'aller capter. Vélocité aussi, puisqu'il y a aussi une notion que j'ajouterai par rapport à ce que disait Benjamin, c'est celle du temps de traitement de la donnée. Auparavant, effectivement, c'était beaucoup plus long en termes de puissance serveur, en termes de capacité d'aller traiter ces données-là, en termes aussi d'automatisation de traitement de ces données-là. Et au jour d'aujourd'hui, on est capable justement d'avoir des capacités de traitement qui sont en tout cas suffisamment intéressantes pour pouvoir derrière aller développer des actions cohérentes, structurées, et puis surtout qui permettent d'aller satisfaire des objectifs de retour sur investissement pour les annonceurs. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette immense masse de données, on l'appelle aussi, je crois, la data mass, finalement, il y a 3 enjeux, si on veut effectivement l'exploiter. C'est d'abord la stocker, cette immense masse de données. Ensuite, l'analyser. Oui. Et après, effectivement, l'exploiter de manière créatrice de valeur pour les annonceurs, pour les entreprises. Absolument. Alors, si on commence peut-être par l'aspect stockage, concrètement, comment on le met en pratique? Et quels sont les métiers peut-être justement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est sur les décideurs de l'emploi, qui découlent de cette activité de stockage? Alors, quels sont les métiers et quelles sont les façons de stocker? Ce qui a été innové par les grandes entreprises américaines comme Amazon, Facebook, Google, c'est de mettre des batteries de serveurs escaladées, en architecture scalable, et de distribuer les données sur tous ces serveurs-là. Je ne suis pas ingénieur. Ce que j'en ai compris en rencontrant un certain nombre de candidats, c'est qu'ensuite, il faut les mettre sur ces serveurs et sur la mémoire vive pour les rendre très rapidement disponibles. Et puis en plus de ça, tous les serveurs ne sont pas dans le même endroit géographique. Donc après, il faut pouvoir lancer des calculs sur ces serveurs-là. Ces serveurs, c'est eux-mêmes qui lancent les calculs. Donc comment c'est stocké? C'est stocké sur tous les serveurs que possède l'entreprise. On a parlé des entreprises américaines, mais on peut parler aussi des banques anglaises qui ont des serveurs à travers le monde et qui stockent les données, notamment des données de météo ou de cours de bourse, et qui demandent aux serveurs ensuite d'aller lancer des calculs. Alors Thibaut Portal, vous stockez où les données de vos clients? Alors on les stocke en France. Oui. Voilà. Donc on a notre propre, ce qu'on appelle une salle blanche. Voilà. Donc notre propre espace de stockage, nos propres serveurs. Et donc pourquoi la France? Puisque au jour d'aujourd'hui, grande majorité de nos clients sont français. Il y a des législations aussi qui s'appliquent à ça. Puisque certes il faut pouvoir stocker les données, mais il faut pouvoir les utiliser derrière, donc il faut se conformer. Alors sur l'aspect stockage de données, du coup vous les stockez en France, mais qui gère ça au sein de votre société? Quels sont les métiers, je dirais, de stockage de données? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des spécialistes du stockage? Absolument. Alors effectivement, un des métiers, c'est le métier du data architecte, dont on est en train de parler, dont on a parlé précédemment. Alors c'est vrai que le data architecte va être justement la personne qui va, architecte, donc qui va construire la maison. Construire la maison. Voilà. Alors ça veut dire quoi construire la maison quand on est sur des données comme ça informatiques? Ça veut dire aller définir, on va dire déjà toutes les fondations, les piliers, quelle va être la structuration de là ou des bases de données pour le client, quels vont être les points d'intention principaux. Quels vont être ensuite derrière les différents étages à les construire, les portes, les fenêtres, les passerelles, les relations. Et puis bien entendu, une base de données n'est pas statique, elle est en perpétuelle évolution
enrichissement, que ce soit un enrichissement quantitatif, on en parlait précédemment, mais aussi un enrichissement qualitatif, puisque chaque fois que, bien entendu, on effectue une opération de marketing, les résultats sont réintégrés au sein de cette base de données pour enrichir et qualifier encore mieux les personnes qu'on a en base. Voilà. Alors, vous savez, hein, l'émission, le principe de l'émission des décideurs de l'emploi et d'ailleurs de toutes les émissions de Décideurs TV, c'est que les internautes ont également la parole. J'ai déjà plusieurs questions. Une première question de Marianne qui demande directement quels sont les salaires dans le Big Data. Alors, on parlait du métier d'architecte Big Data. Vous, du coup, j'imagine que vous en avez. On en a, vous êtes, absolument. alors, 200 employés, c'est ça 200 employés et puis donc 25%, 50 personnes qui sont spécialisées data. D'accord. Donc data architecte, data scientist, data et analyst. Alors combien data d'architectes Big Data par exemple? Architecte Big Data, on a 6 personnes. 6 personnes. Voilà. Vous les rémunérez combien? On les rémunère bien. Oui. On va dire qu'on est dans une fourchette entre 60 et 80 000 euros par an, à peu près. D'accord. Je pense que Benjamin. Est-ce que vous confirmez par rapport à oui, d'autres? Je confirme, et puis je réponds à Marianne aussi. On peut avoir quelqu'un qui débute, donc on a des salaires un petit peu inférieurs, mais qui est développeur. Et ce qu'il y a dans le Big Data, c'est qu'il y a dans la donnée, il y avait la façon classique de la gérer, donc des architectes base de données. C'est un certain métier. Puis il y a des développeurs qui savent développer les bases de données dites NoSQL, donc ils ne sont plus les mêmes, les bases de données pour les données non structurées. Et là, on a différents niveaux de seniorité. Donc effectivement, on a des gens qui ont jusqu'à 10 ans d'expérience, puisqu'ils ont commencé à travailler sur ces systèmes-là, puis après développer des bases de données. Donc on peut avoir un salaire d'entrée de sortie d'école aussi. Hein. Alors vous soulevez un point important. Finalement, les architectes Big Data, ce sont des développeurs, c'est ça, le profil de l'architecte Big Data? Alors, effectivement, le fait d'avoir commencé comme développeur, en tout cas, permet d'aller toucher ce type de poste-là, puisque dans Data Architect aussi, certes, encore une fois, c'est un architecte, donc c'est aussi un chef d'orchestre. Donc c'est une personne qui va être capable d'aller manager des intégrateurs, d'aller manager des ingénieurs. Donc effectivement, il y a des compétences managériales dont on va avoir besoin. Donc pour manager son équipe, bien entendu, il parce faut qu'il y a avoir fait Jackson, Pardon. je rebondis, excusez-moi sur ce que vous dites, peut-on travailler dans le Big Data sans avoir été spécifiquement formé en informatique? Oui. Oui. Alors après, qu'est-ce que avoir été formé en informatique? Alors je ne sais pas, vous parliez voilà. effectivement de qualité managériale. Est-ce qu'un étudiant en école de commerce peut s'improviser architecte Big Data? Non, parce que, encore une fois, un architecte Big Data va devoir manager, gérer aussi des équipes d'ingénieurs et d'intégrateurs. Donc il faut bien entendu avoir un certain nombre de points communs en termes d'expertise. En tout cas, être passé par là auparavant. Donc avoir été capable de comprendre les enjeux, les problématiques, les points de blocage que peuvent rencontrer ce type de personnes-là. Alors vous, les profils, là, vous avez 6 architectes Big Data, ce sont principalement quoi? Des ingénieurs, des informaticiens? Ingénieurs, des développeurs qui ont commencé à l'âge de 18 ans et puis on va dire qui se sont fait la main au fil des années. Donc c'est pour ça, pour répondre à ce qu'il faut avoir fait obligatoirement une formation informatique, oui et non. Voilà. Il y a aussi beaucoup de passion dans ces métiers-là. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont appris. Alors, si on continue le fil, on était à stocker les données. Ensuite, il faut effectivement les analyser. Alors là, quels sont les métiers dans l'analyse des données? Alors, quel est le métier dans l'analyse des données? Il y a un point très important au début, c'est la volonté. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces données? C'est peut-être le 4e V, mais c'est le V côté client. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces données? Et donc, avant d'analyser, il faut construire un modèle de données. On parlait de développeurs. Il faut avant tout trouver des gens qui sont sensibles à ce que signifie une donnée, d'une part, à ce que signifie la modélisation des données. Et on voit des gens qui modélisent des phénomènes naturels, de thermodynamique ou de mécanique des fluides. Donc ça, c'est vraiment de la modélisation de données pour savoir quel phénomène ça crée. On a les mêmes choses dans le marketing et dans le comportement. En fait, un comportement de fluide, ce n'est pas un comportement humain, mais c'est la même chose. Ce sont des données qu'on va modéliser pour avoir la prédiction sur un comportement humain, un comportement d'acheteur ou un comportement de santé. Vous voulez dire que vous, par exemple, pour le compte de vos clients, pour des data analystes, du coup, on parle de métier c'est ça la terminologie? Oui. Vous allez chercher des gens qui étaient spécialisés dans la mécanique des fluides, par exemple? Alors, on parle plutôt de data scientist et effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord la modélisation de données, on vient d'en parler. Après, il y a la corrélation de données. Il faut être sensible à savoir comment on compare une donnée avec une autre.
comment on compare le comportement d'un consommateur ou le comportement d'un malade avec un panel représentatif de malades ou de consommateurs. Ça, c'est la corrélation de données. Et donc, il y a là, pour l'instant, on n'est pas encore dans la technologie, on est sur des gens qui sont sensibles à la donnée, à ces phénomènes et qui ont un profil de data miner, de statisticien, qui sont sensibles à la façon de faire. Le troisième aspect, on en a parlé au début, c'est évidemment toutes les technologies, à la fois de stockage, de disponibilité et d'analyse de données, donc d'algorithmes qu'a décrit Thibaut, qui vont permettre après qu'on ait cette masse de données déjà modélisée et qu'on ait les moyens de la comparer, pouvoir la rentrer dans une machine et extraire des résultats. Très bien. Alors, Thibaut, je vais peut-être vous poser du coup la question de Karine, qui rebondit sur vos propos. Benjamin, peut-on passer de chef de projet web à data scientist ? Alors peut-être voilà une personne qui était un profil effectivement marketing, chef de projet web, et qui se dit peut-être que tiens, le métier de data scientist qui est en train d'émerger peut me correspondre. Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Si on comprend bien, c'est possible. Alors, bien entendu, il faut quand même quelques affinités sur la thématique statistique et mathématique, puisque l'idée est bien entendu, comme le disait précédemment Benjamin, d'aller pouvoir modéliser. Donc, ça va faire appel à des connaissances mathématiques. Okay. Ensuite, bien entendu, aucun souci là-dessus. Et qui plus est, effectivement, déjà, le fait d'avoir une expérience dans le digital ne peut qu'aider. Et là, pour le coup, on va plus parler de soft skills, puisque effectivement, on va dire qu'un vernis déjà digital en termes de capacité d'adaptation, d'agilité, est aussi important dans nos métiers. Oui. Alors vous, par exemple, sur ces métiers d'analyse, les data scientists, alors ça représente quelle part parmi vos 50 employés ça doit être un bon gros tiers, oui. Un bon gros tiers. Ouais. Et alors là, cette fois-ci, la rémunération, elle est équivalente à celle de l'architecte Big Data ? Alors là, pour le coup, il va y avoir différents niveaux, d'un junior jusqu'à un senior. Donc effectivement, la fourchette est beaucoup plus large. Donc on va avoir des personnes qui sortent directement d'école, plutôt que des personnes qui, peut-être comme un chef de projet web, a peut-être fait une formation au préalable ou qui souhaitent se réorienter, jusqu'à des profils plus seniors. Donc effectivement, la fourchette, on va être entre 30 et 70 000 euros par an, brut, en fonction du niveau de seniorité et d'expérience, bien entendu. Et quand vous dites, quand ils sortent directement d'école, alors là, ce sont quel type d'école, justement ? Alors, c'est des écoles statistiques, principalement, des écoles d'ingénieurs, pourquoi pas, des personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs avec une spécialisation marketing, plutôt data, ou l'inverse, écoles de commerce qui ont fait plus une spécialisation un peu plus... Alors ça, est-ce que vous en avez, effectivement ou... On en a, oui, absolument, oui. Mais alors, c'est plus, vous orientez plus, je vous demande vraiment une réponse sincère, oui, bien sûr. Plus vers des profils technologiques, et derrière, vous allez leur apporter une formation au marketing, au digital, ou vous recherchez plutôt quelqu'un qui est un manager et auquel vous allez apporter une compétence technique. Alors, encore une fois, c'est suivant les besoins. C'est vrai que, encore une fois, sur une personne qui sort d'école, on va chercher une véritable envie, une véritable motivation, et puis un profil. On parlait tout à l'heure de bon sens. C'est vrai que c'est d'avoir une personne qui a la tête bien faite et qui fait preuve de bon sens, c'est déjà très important pour nous. Ensuite, derrière, ça va être la motivation, l'intégration au sein de l'équipe, au sein de la culture d'entreprise, et on va bien entendu mettre en place un ensemble de formations qui va permettre à cette personne-là d'évoluer le plus rapidement possible dans son poste. Donc je dirais qu'il y a beaucoup d'ouverture en tout cas sur le sujet. Alors Marianne demande comment le Big Data facilite la prise de décision. Alors ça c'est peut-être justement un autre... Alors ça c'est dans notre aspect, un autre métier. Voilà, exactement. Voilà. Puisqu'effectivement Big Data, on disait beaucoup de volume, beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il faut être capable d'aller pouvoir visualiser de manière simple la data. Et effectivement... visualiser, ça veut dire être capable d'aller le représenter sous forme de graphes, d'infographies, en tout cas de choses compréhensibles qui puissent aider à la décision. Alors, ça, c'est une première chose. Avant, on utilisait surtout Excel pour modéliser ces données, créer ensuite des graphiques. Est-ce que maintenant c'est dépassé C'est pas dépassé. Je pense que vous avez plusieurs niveaux d'analyse dans la data. Le premier, effectivement, une analyse sur une dizaine d'indicateurs de performance, d'accord ?
et qui pour le coup est beaucoup mieux exploitable sous forme de visualisation, on va dire imagée, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va, sur base de cette visualisation-là, identifier en tout cas des points d'amélioration, des choses qui vont bien, des choses qui vont mal, la capacité derrière d'aller réouvrir, d'aller exporter ces datas, pourquoi pas sous Excel, pour ensuite aller rentrer dans le détail et justement apporter, on va dire, de l'innovation sur les actions futures. Alors, ces métiers-là, est-ce que c'est ce qu'on appelle les experts data visualisation, justement, ou pas ? Alors, il y a beaucoup d'expertise là, je pense. Mais je pense que ces métiers-là, ça va être la capacité à, encore une fois, rendre le plus visible et le mieux exploitable possible, non pas pour nous, mais pour nos annonceurs, pour nos clients, les indicateurs auxquels eux sont sensibles et qui les aident à piloter. Alors, chez vous, ils s'appellent comment ces gens-là ? Data visualiseur. Data visualiseur, voilà, d'accord. exactement. Alors, donc, là, un peu d'ergonomie, un peu de design, et puis du bon sens, et puis de la technique. Voilà. Donc on est peut-être un peu plus là sur des métiers, sur des profils plus généralistes. Sur des profils un peu plus généralistes, effectivement. Oui, moins, voilà, on est sur du reporting, donc il faut effectivement des capacités d'analyse. Capacité d'analyse, voilà, exactement. Il y a moins d'expertise technique et de synthèse. Voilà, qui est rare. D'accord. Donc là, vous allez chercher plutôt quoi, dans les écoles de commerce Voilà, exactement, oui. Ça peut être dans les écoles de commerce, effectivement, ça peut être un très bon terrain, absolument. Oui, et les outils sont aujourd'hui, les outils de data visualisation sont très très faciles d'accès, donc c'est pas très compliqué de se former à ces outils-là. De la même façon qu'on se formait sur Excel quand on n'était pas ingénieur, on peut aujourd'hui se former sur ces outils. Alors il y a peut-être du coup, ça va laisser la chance à peut-être plus de monde que les deux premiers métiers qu'on a décrits, mais ça se ressent peut-être sur la rémunération qui doit être moindre ou non. Non, plus que ça. On est sur quelle fourchette? Non, on est sur des valeurs ajoutées. Je pense que, à nouveau, je suis assez prudent sur les rémunérations parce que on peut pas. Les profils, dans un profil, il y a une expertise, il y a les langues en plus qui sont parlées, il y a une expérience internationale ou pas. Donc, à partir de là, la fourchette devient assez élastique. Si en plus on parle du besoin spécifique d'une entreprise qui a besoin de 10 experts va pas les payer de la même façon que l'entreprise qui a besoin de l'expert en particulier. Donc, on parle du sortie d'école jusqu'à des salaires de 65-70 000 euros, je pense. Et pour vous répondre, sur les compétences et sur les soft skills, chez Clémentine, ce à quoi on est très très vigilant, c'est d'abord de comprendre le besoin du client, de comprendre son organisation. Et en fonction de la façon dont il a construit son organisation, en fonction de la façon dont il veut répondre à ses propres clients, parfois on a besoin d'un expert très technique, parfois d'un expert digital qui a un vernis technique, qui va s'appuyer sur des développeurs ou sur des sous-traitants, ou parfois sur un expert très orienté métier qui va comprendre le besoin du client et qui après un back-office très, très solide. Donc pour répondre à certains des internautes, les portes ne sont pas fermées, il faut simplement bien lire les fiches de poste et après bien suivre ce qui est demandé. Et nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on les accompagne énormément dans leur réflexion sur ces nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers, pour les entreprises, ce sont des positionnements stratégiques importants sur 3 et 4 ans. Et il est important, nous on a vraiment une fonction conseil pour savoir dans quelle direction ils souhaitent aller. Très digital, très technologique, très conseil, ou alors très métier. Des gens qui veulent analyser la donnée dans le domaine de la santé, par exemple, vont être extrêmement focalisés sur les... Alors, effectivement, quels sont les secteurs aujourd'hui les plus concernés par ces métiers du big data? Vous avez parlé de la santé? Bon, alors intuitivement, on parle tout de suite de commerce, parce que d'abord le commerce, c'est là où il y a le ROI, d'une part, et c'est là où on a énormément de données très disponibles et qu'on peut capter. Mais il y a d'autres secteurs. Le secteur des transports, par exemple. On parle dans une ville, les villes comme Paris, il y a des villes qui sont plus grandes, il y a 6 à 7 différents moyens de locomotion. Et parfois, la même personne, pour aller d'un endroit A à B, emprunte plusieurs
plusieurs moyens de locomotion. Donc c'est important, donc ça c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de données qui sont en permanence fabriquées. Il y a le secteur de la santé, mais alors le secteur de la santé c'est très large. Vous avez évidemment les laboratoires, vous avez les pouvoirs publics qui doivent gérer la santé publique, vous avez des instituts, qui fournissent un certain nombre d'études épidémiologiques, etc. Tout ça, on a un certain nombre de clients dans ce domaine-là qui demandent des experts digitaux, des experts données. Et je reviens sur un point, c'est que les mêmes données ne vont pas servir de la même manière à un laboratoire que les pouvoirs publics ou qu'un institut d'épidémiologie. Il est très important que l'entreprise sache de quoi elle a besoin, quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'elle veut rendre à son client. De ce besoin-là découlera effectivement le métier, le poste et les compétences. Et les compétences associées. Une question pour vous, Thibaut Portal. C'est Jackson qui demande: l'avenir des big data passe-t-il forcément par le cloud computing et comment s'assurer de la sécurité de ces données? Alors, je m'adresse à vous parce que effectivement, vous avez un portefeuille client large, vous exploitez leurs données, j'imagine qu'il doit y avoir de grosses problématiques de confidentialité et de sécurité des données. Alors, ce n'est pas une problématique, c'est une obligation. Voilà. Donc, effectivement, notre positionnement est de dire que la donnée appartient à nos clients et elle appartiendra toujours à nos clients. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, cloud computing versus autre chose, je pense que c'est plus, en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est plus se conformer à la législation, et elle n'est pas que française, elle est européenne, voire mondiale, sur comment est-ce qu'on va garantir que ça soit pour un annonceur, la protection et la sécurité des données qui lui sont propriétaires, mais aussi pour un individu comme vous et moi. D'accord ? Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec votre donnée comme celle d'un annonceur. Donc c'est un certain nombre de points, de règles sur lesquelles il faut se conformer, et pour ce qui nous concerne, on travaille en partenariat avec un cabinet d'avocats qui est dédié sur ces sujets-là et qui nous accompagne au quotidien justement pour être au plus près de la législation et pouvoir donner cette garantie. Gabriella demande comment se situe la France en termes de big data. Alors si on le lie avec l'aspect législatif, en France, quelle est effectivement la position et puis peut-être l'état des lieux juridique de cette manière. Alors la France, ce qui est très intéressant, c'est que la France est très en avance, enfin, très restrictive en tout cas, très protectionniste et met beaucoup de règles dans la protection des données. Donc ça veut dire que pour une entreprise, une fois que vous êtes capable de satisfaire la législation française, vous pouvez satisfaire assez facilement la législation européenne, voire une législation mondiale. Donc voilà, donc ça c'est un point qui est très positif. Derrière, bien entendu, ça veut dire aussi que les entreprises, les sociétés comme la nôtre, d'autres acteurs, doivent s'y conformer, doivent faire les efforts, les investissements pour justement atteindre ce cadre législatif. Alors assez rapidement, parce qu'on approche de la fin de l'émission, un peu de prospective. Vous, Benjamin, puisque vous avez une vision assez large, transversale, est-ce que vous estimez, vous êtes capable d'estimer un potentiel de création d'emplois dans ce secteur ? En nombre, non, mais en secteur, où je crois qu'il y a un vrai potentiel. On a parlé de 3 secteurs, mais il y a énormément de secteurs qui vont être intéressés par analyser, par comprendre la donnée qu'ils fabriquent. Ça, c'est un premier point. Sur les compétences, on va voir émerger des personnalités. À nouveau, des gens qui comprennent les comportements. Il faut être très, très intéressé au comportement des gens. Donc, il faut évaluer la personnalité, ce que nous faisons chez Clémentine, ou l'assessment, carrément les mettre en situation auparavant pour au moins avoir une idée un peu prédictive de leur flexibilité, de leur capacité à s'intégrer. On va avoir des équipes marketing, avec des équipes techniques, avec des équipes métiers, qui vont donner une valeur ajoutée à toutes ces données. Ça va aussi peut-être transformer l'organisation avec, effectivement, on ne pourra plus raisonner en silos, ça sera vraiment, il faudra décloisonner tous les services. Thibaut, vous, à l'échelle de Macasy, est-ce que vous envisagez d'embaucher effectivement sur ces métiers Là, on est en pleine phase d'embauche. D'accord. En ce moment, et puis un plan d'embauche assez conséquent. Combien de personnes, du coup ? On est sur une vingtaine, trentaine de personnes, je pense, d'ici 6 mois, 1 an. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est aussi côté annonceur, c'est ce qu'on voit chez nos clients, donc qui sont des grandes entreprises multinationales. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'émerge aussi chez eux le vrai besoin de se doter de ces profils-là. Voilà. Alors, est-ce que vous les trouvez facilement, ces profils ? C'est une des raisons pour laquelle on travaille aussi avec des personnes comme Benjamin.
Est-ce qu'on les trouve facilement? Ça peut être assez compliqué sur des profils plutôt seniors. Effectivement, sur des personnes qui sortent d'école, c'est plus facile entre guillemets puisqu'on va plus aller chercher des soft skills. Donc encore une fois, une tête bien faite, capacité à bien s'intégrer dans une équipe. Et puis voilà, derrière, ils vont se former sur ces nouveaux métiers-là. Encore une fois, il n'y a pas d'école. Alors justement, il n'y a pas d'école, mais c'est en train peut-être d'émerger. Qu'est-ce que vous pensez de l'école 42 du patron emblématique de Free, Xavier Niel? Ça a l'air d'être une excellente initiative, ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Donc effectivement, ça prouve déjà qu'il y a un vrai marché, que ce n'est pas une illusion, que ce n'est pas du cloud, que c'est du vrai big data, il y a vraiment une donnée, il y a vraiment une valeur ajoutée et on est plutôt satisfait de voir que les... Et en effet, puisque les grandes institutions, je pense à HEC Paris, qui vient de lancer un programme avec IBM sur le big data. Voilà, il lance un cursus spécialisé sur le big data et puis également une école d'ingénieurs Télécom ParisTech qui vient de lancer un master spécialisé. Donc, ce qui montre bien qu'effectivement, il y a un enjeu derrière quand même de formation. C'est très bien. Enfin, pour nous, ce sont des très bonnes nouvelles. Mais à l'instant T, vous trouvez quand même que certains profils directement opérationnels. Il y a des gens qui réalisent. Il y a beaucoup de projets Big Data qui ont déjà été réalisés. Si on a le temps, il y a comment est-ce qu'on m'avait raconté ça? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un flux migratoire en dehors de l'Europe, puisqu'on en parle, c'est un peu d'actualité, mais je vais rencontrer un architecte Big Data qui filtrait les conseils municipaux de petits villages aux côtés de la Turquie, etc., qui passent sur YouTube. Et donc, les conseils municipaux étaient sur YouTube et lors de ces conseils municipaux, dans des patois villageois, ils racontaient qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient passées. Donc, comme ça, l'OTAN était au courant, qui commençait à avoir certains flux migratoires. Et ça, c'est une technologie Big Data, Neo4j, il a fallu la développer pour filtrer, pour attraper ces données-là. Donc on est déjà sur des métiers, sur des projets qui ont déjà été réalisés. C'est en marche. On terminera sur ces propos extrêmement positifs. Finalement, ce que vous dites, c'est qu'il y a plein de talents en France et peut-être des talents effectivement très spécifiques. Vous parliez des flux migratoires, mais on peut parler aussi de la mécanique des fluides, des flux marins. Et bien, ces compétences-là vont peut-être pouvoir être exploitées dans d'autres secteurs et notamment tout ce qui a effectivement trait au big data dans le commerce, la santé, les villes, que de propos positifs. Merci beaucoup messieurs. La semaine prochaine, je recevrai la DRH d'une entreprise très technologique également, puisque ce sera la directrice des ressources humaines du groupe Areva et donc le nucléaire, mais on verra si effectivement aussi dans le nucléaire on intègre le big data. Merci, à la semaine prochaine. Merci à vous.